Les résultats du baccalauréat 2019 sont connus. Les candidats ont vécu des fortunes diverses. Il y a ceux qui sont admis, ceux qui ont échoué et puis ceux qui vont au deuxième tour. Chaque situation avec son lot d'émotions. Vous le verrez tout à l'heure chez les candidats des jurys 89 et 90 du lycée Philippe Zenda Kaboré. Dans la crise qui secoue le CDP, le président du parti, Edi Komboigo, peut compter sur les femmes du parti. Elles lui ont apporté leur soutien. C'était au cours d'une assemblée générale hier. Et puis, 2 roues, 3 roues, 4 roues, les motos, tricycles, les voitures sont en pleine expansion au Burkina Faso. Leur nombre commence à exploser. Une bonne indication pour le secteur du transport, dit l'hebdomadaire L'économiste du Faso dans sa parution de cette semaine. Mais plusieurs défis restent à relever. C'est le sujet de la chronique éco de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Certains ont pleuré, d'autres ont jubilé et puis il y a ceux qui sont restés entre doute et espoir recalés pour le deuxième tour. Les candidats au baccalauréat 2019 sont désormais fixés sur leur sort. Depuis ce matin, les résultats sont tombés. Tristesse, joie ou encore déception étaient au rendez-vous dans les différents centres de proclamation des résultats. Alexis Belebnaba et Sandrine Zougouri se sont rendus au lycée Philippe Zenda Kaboré pour les jurys 89 et 90. Quoi de plus normal que de récolter ce que l'on a sémé? L'heure est venue pour les candidats à la session normale des épreuves du baccalauréat 2019 de moissonner. Pour certains, les moissons sont bonnes. Pour d'autres, par contre, la récolte est mauvaise. Mais Carole Eldine Woba, elle s'en sort haut les mains. Elle a obtenu 18 de moyenne avec une mention très bien. J'ai fait le bac D cette année. Par la grâce de Dieu, j'ai eu 18 de moyenne. Avant tout, je remercie Dieu, je remercie mes parents, mes enseignants, voilà. Et puis, plus tard, j'aimerais me lancer dans les finances, mais je ne ferme pas les autres portes. Je suis toujours en train de regarder, de chercher. Pour le président du jury 8810 logé au centre de composition, le lycée Philippe Zenda Kaboré, les résultats ne sont pas satisfaisants, mais lance un appel aux candidats admissibles de vite se reprendre pour saisir cette seconde chance qui s'offre à eux. Au total, dans le jury que nous avons présidé, il y avait 278 inscrits. Sur les 278, il y a environ 268 qui se sont présentés. Et nous avons eu 76 admis et 56 admissibles, c'est-à-dire les candidats autorisés à subir les épreuves du second tour qui débute jeudi prochain. De manière générale, le taux de succès après ce premier tour est de 27,35 dans le jury 90 que nous avons présidé. Trois de ceux qui sont admissibles, c'est de vite dépasser le découragement qui naturellement peut les habiter et à reprendre leur cahier tout de suite pour réviser les parties des différentes matières qui reviennent au second tour, dont eux-mêmes savent qu'ils ont un peu de difficultés. Ils peuvent aussi demander l'aide de leurs camarades qui ont réussi au premier tour pour les aider pendant ces 2 jours et je pense qu'ils pourront bien s'en sortir. Au jury 89, sur 271 candidats qui se sont présentés, 79 ont été admis et 64 sont au second tour, soit un taux de réussite de 29,15%. D'une première analyse, le pourcentage de réussite à la session normale du baccalauréat 2019 n'est pas très élevé par rapport à l'année antérieure. Mais l'espoir est toujours permis pour certains. Les épreuves du second tour sont prévues pour jeudi prochain et c'est une chance à saisir. Au CDP, les semaines se suivent et se ressemblent. Le parti est empêtré dans une crise depuis plusieurs mois, une crise qui oppose 2 mouvances, celle de la direction menée par le président du parti, Edi Komboigo, et puis il y a les frondeurs amenés par Kadre Désiré Ouedraogo. Et bien, dans cette bataille, chaque camp compte ses soutiens. Les femmes du parti, elles ont choisi de se ranger derrière le président Edi Komboigo. Elles l'ont signifié hier au cours d'une assemblée générale.
À cette énième rencontre des femmes de l'ex-parti au pouvoir, la mobilisation a été au-delà des attentes, obligeant les organisatrices à accroître le nombre de places assises à séance tenante. Venu des 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou, il est question de faire bloc derrière la direction du Congrès pour la démocratie et le progrès. Un soutien au président Edi Komboyogo. Et tout ce qui est issu d'un congrès, moi je suis issu d'un congrès et chacun a son rôle à jouer. Il est sorti d'un congrès et démocratiquement élu, ce qui est une première. Et il doit mener le parti à bon port. Il a des responsabilités qui lui incombent et nous attendons qu'il assume et qu'il assure cette responsabilité. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes derrière Edi Komboyogo. Et si, après le congrès qui va investiture le candidat, que ce soit Edi Komboyogo ou Catherine Ouedraogo ou quelqu'un d'autre, ça sera cette personne que nous allons soutenir. Le CDP traverse une crise sans précédent. Deux camps se disputent le leadership pour affronter les échéances électorales de 2020. La situation préoccupe les femmes. Edi Komboyogo est venu expliquer sa part de vérité. Et c'est bon que l'on leur donne la bonne information. Et c'est ainsi que nous avons réalisé cette Assemblée générale ce soir pour faire le point sur la situation. Et comme vous le savez, nous sommes légitimes, nous sommes légaux et il n'y a pas de raison que l'on recule. Pas de raison de reculer. L'équipe exécutive conduite par Edi Komboyogo entend arriver au bout du tunnel dans la lutte. L'optimisme est affiché sur toute la ligne. Le message est bien passé. Vous avez vu, la mobilisation est massive. Cela remonte que le CDP est le premier parti du Burkina. Il ne faut pas qu'on se leurre. Ça va faire peur à certaines personnes. Tout ce qui se passe, c'est parce qu'ils voient que le CDP renaît de ses cendres et la direction du CDP mène un travail fantastique. Non, pas du tout. Ça, c'est la vie de tous les partis. Même lorsque nous étions au pouvoir, il y a eu des moments où on parlait d'implosion. Mais nous avons toujours su ressurgir. Et je pense que, de toute façon, c'est celui qui ne sait pas faire une lecture politique des choses qui s'en inquiète. Moi, je ne suis pas inquiète du tout. La mobilisation de ce dimanche à 30 juin s'inscrit dans une dynamique entamée par les premiers responsables du parti de l'EPI et de la DABA qui vise à rassurer les militantes victimes de l'insurrection populaire et du putsch manqué de septembre 2015. On le voit, les femmes s'engagent de plus en plus dans la vie des partis politiques. Mais leur représentativité au plus haut niveau dans les instances de décision pose problème. Elle est de plus en plus critiquée. On parle d'inégalité des genres, un phénomène contre lequel compte lutter le mouvement Side by Side qui s'installe au Burkina Faso. Sandrine Zogori. La femme, considérée comme un maillon faible de la société, a toujours été reléguée au second plan. Pourtant, elle bénéficie des mêmes droits que les hommes. L'égalité du genre tarde à être effective au Burkina Faso, en atteste la sous-représentation des femmes dans la gestion des affaires publiques. Malgré l'existence d'une loi sur le quota genre, qui veut que les femmes soient représentées aux instances de prise de décision à hauteur de 30%. Et ce que nous avons présentement, nous n'approchons même pas 15%, à plus forte raison 30%. Si vous voyez au niveau de l'Assemblée, présentement, nous avons 18 femmes sur 127 députés. Au niveau du gouvernement, nous avons 7 femmes sur 34 ministres. Et au niveau des communes, nous avons 10 maires sur près de 300 et quelques communes. Donc vous voyez l'inégalité que les femmes subissent par rapport même à leur représentation aux instances de prise de décision. Avec ces chiffres, la lutte est loin d'être gagnée. C'est ainsi que des leaders coutumiers, religieux et des organisations humanitaires s'unissent pour faire de l'équité du genre une réalité au Burkina Faso. Ensemble, ils mettent en place le mouvement Side by Side, qui veut dire côte à côte. Un mouvement dont l'objectif est de promouvoir un développement inclusif et durable. Le mouvement est convaincu qu'il existe une justification morale claire, que tous les êtres humains sont égaux aux yeux de Dieu et que notre différence de genre et sexe doit être perçue comme un don et une source de vie et non de souffrance, de peur et de douleur. Les droits des femmes et des filles sont essentiels à tous les niveaux pour un développement inclusif et durable. Les femmes et les filles partout dans le monde doivent bénéficier des mêmes droits et chances, être
Bientôt, ces femmes qui pourront jouir de leurs droits sans aucune injustice ont la bénédiction des garants de la tradition. Ils prennent à bras le corps cette lutte aux côtés de ces leaders capables de transformer une société, le gouvernement. La femme contribue également aux prises de décision. Parce que le roi ou le Naba, quand il prend sa décision en dernier ressort, c'est après avoir consulté la reine-mère, comme on l'appelle. Nous entendons donner en tout cas une forte contribution à l'amélioration du rôle et de la femme, de la place de la femme, et également à la construction d'une société meilleure qui permette qu'il y ait une justice sociale entre les hommes et les femmes, qui permette qu'il y ait une égalité de chances entre les hommes et les femmes. Ce mouvement qui voit le jour au Burkina Faso est porté par Christian Aid. Pour ce mouvement de foi, les inégalités entre les sexes ne peuvent plus être acceptées sous des prétextes sociaux, politiques et culturels. À présent, la suite du procès du Putsch-Manqué de septembre 2015, on est en plein dans la phase des plaidoiries de la défense. Roméo Koyeta était ce matin dans la salle d'audience. Il nous résume ici les différentes argumentations des différents avocats. Dans leur plaidoirie, Maître Latif Dabo et Maître Roger Yamba, avocats de Fatoumata Thérèse Diawara, ont encore mis en cause l'authenticité des écoutes téléphoniques, l'un des principaux éléments à charge contre leurs clientes. Ils estiment que tout au long du procès, le parquet militaire n'a pas réussi à démontrer que les voix entendues dans ces écoutes appartiennent réellement à leurs clientes. Ils demandent donc son acquittement pur et simple. Pour son mot de fait, Fatoumata Thérèse Diawara, l'ex-belle-fille du général Gilbert Djendjéré, pense qu'elle est victime de sa destinée. Elle cherche à savoir si ce n'est pas sa proximité avec les deux généraux qui lui vaut tous ces déboires judiciaires. Qu'à cela ne tienne, elle a tenu à demander pardon à toutes les victimes de ce putsch et demander aussi la clémence du président du tribunal. Rappelons que le procureur militaire a requis 10 ans de prison ferme contre elle. Maître Hamidou Ouedraogo lui a plaidé pour Salifou Sawadogo, cadre du CDP et ancien député, puisque son immunité parlementaire a été levée pour qu'il puisse être jugé dans le cadre de ce procès. L'avocat reconnaît que durant les événements du coup d'État, des infractions ont été commises. Il reconnaît également que les victimes attendent justice, mais il invite le président du tribunal à ne pas sacrifier des innocents pour contenter les parties civiles. Il est reproché à Salifou Sawadogo d'avoir été l'aile politique du coup d'État. L'autre acte de complicité tient au fait que Salifou Sawadogo a été aperçu dans une vidéo 3 jours après le coup d'État au domicile du général Gilbert Djendjéré. Dans la vidéo, il félicitait le général Gilbert Djendjéré. Mais pour son avocat, son client ne s'y est pas rendu pour féliciter le général. Il est parti plutôt dans le cadre des activités du parti et sur invitation de l'épouse du général Gilbert Djendjéré, elle aussi cadre de l'ex-parti au pouvoir. Et pour ce qui est des félicitations, Maître Yamba estime qu'il s'agit simplement de règles de bienséance parce qu'on ne peut pas venir dans la maison de quelqu'un et lui faire des remontrances. Sinon, son client n'a jamais été d'accord avec l'acte qui avait été posé par le général Gilbert Djendjéré, selon l'avocat qui demande l'acquittement de son client. Rappelons que le procureur militaire a requis 5 ans de prison avec sursis contre Salifou Sawadogo. Les plaidoiries des avocats de la défense se poursuivent demain, mardi, au tribunal militaire. Voilà, cela ne vous a pas échappé que nous sommes aujourd'hui lundi 1er juillet et comme tous les lundis, place maintenant à notre chronique Écho.
Et dans la chronique éco de cette semaine, ce soir, nous vous parlons de circulation et de transport. Les engins à 2 roues, à 3 roues, à 4 roues, motos, tricycles ou voitures sont de plus en plus nombreux dans nos villes. Vous les rencontrez très souvent sur les routes. Le secteur est en pleine expansion. Eh bien, c'est plutôt une bonne indication pour l'économie, mais aussi un défi majeur à relever du point de vue infrastructurel. Rémina Benébie s'est penché sur la question. Plus de 2 millions d'engins à 2 roues étaient en circulation en 2016 au Burkina Faso. 344 184 tricycles et presque autant de véhicules tout type viennent compléter le parc d'engins roulants de type 2 à 4 roues du Burkina Faso à plus de 2 700 000 engins en 2016. En faisant une projection de ces chiffres tirés de l'annuaire statistique 2016 du secteur des transports publié en mars 2018 et relayé par l'économiste du Faso, on serait à environ 4 millions d'engins roulants au Burkina Faso en 2019 si la progression reste constante. Le secteur des transports burkinabé est en plein essor, offre des opportunités, s'innove et se renouvelle. On peut dire que cette évolution qui est là, j'allais dire progressive, dans le bon sens, c'est-à-dire en augmentation, traduit aussi peut-être le dynamisme du secteur. Parce que vous voyez les tricycles qui sont arrivés, timidement, en 2 ans, ça a explosé. On a près de 200, 300 000 tricycles. Ça veut dire que si on analyse cette explosion, ça veut dire que ça répond à un besoin d'activité, j'allais dire de transport, de trafic, de marchandises. C'est valable pour les poids lourds. Ça veut dire que dans tous les segments, il y a quand même un renouvellement qui s'est fait au fur et à mesure. Maintenant, avec notre économie, avec les ambitions que nous avons, est-ce que ce parc-là est adapté à nos objectifs en termes de résultats, etc., etc. C'est là toute la problématique du secteur des transports. Un secteur qui offre d'énormes opportunités économiques, mais très exigeant en matière de politique d'investissement. Et en la matière, d'énormes défis s'imposent aux investisseurs, en l'occurrence l'État. Les gens ont un besoin, donc ils s'offrent de nouveaux véhicules, de nouveaux camions, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait dans la cité, sur les corridors, en matière de construction de routes. Est-ce que la réponse à ce niveau-là est adaptée? Là, je peux répondre avec quand même des réserves, parce que c'est là où il y a des problèmes. On voit l'intérêt en termes même de l'environnement, d'économie. Mais il faut que les infrastructures que le service public met en place correspondent justement à ces besoins des gens d'aller vite, moins cher, d'un point à un autre. Ça, ce n'est pas encore fait. Ça veut dire que Ouagadougou, comme la capitale, a besoin de se développer dans ce sens-là. Je crois qu'on a des projets de tram, on a des projets de... Tout ça, ça va répondre à ces besoins, mais progressivement. En attendant, vous voyez, Ouagadougou, malgré les échangeurs, on vit les embouteillages de plus en plus. Ça veut dire qu'il y a un problème de fluidité dans la capitale et que ça doit être résolu d'une façon ou d'une autre. Si on a beaucoup de trafic, pour que les infrastructures soient adaptées, ou bien qu'on trouve des solutions pour que les gens voyagent plus dans les transports en commun pour éviter d'utiliser les transports individuels. Ça, c'est des équations qui doivent être résolues progressivement, mais bon, ça c'est avec l'implication de l'État et des acteurs sociaux qui sont concernés, socio-économiques. Le transport burkinabé a besoin de se réinventer, disait l'actuel ministre Vincent Dabilgou, qui présente ce secteur comme l'avenir de l'économie burkinabé. Un appel du pied aux investisseurs qui ne doivent plus se contenter d'exporter seulement des motocyclettes et des tricycles vers le Burkina Faso, mais qui doivent explorer minutieusement toutes les opportunités en termes d'innovation. Vous le savez, le document principal qu'il faut avoir pour voter aux prochaines élections générales, c'est bien la carte nationale d'identité. Eh bien, à un peu plus d'1 an de l'échéance, l'ONI multiplie les séances d'enrôlement. Plus de 630 000 personnes ont déjà été enrôlées, mais l'Office national de l'identification intensifie le processus
en allant au contact des populations sur le terrain. Luc Pabelgem. Lancée à Tinkodogo en mars, l'opération de délivrance massive de cartes nationales d'identité burkinabé continue son bonhomme de chemin. Malgré une adhésion des populations, l'ONI, l'Office national d'identification, ne cesse de développer des initiatives et le rapprochement des sites d'enrôlement des populations entre dans ce cadre. D'abord, de façon ponctuelle, nous voulons faire en sorte que les cartes sortent au plus vite. Ça, c'est vraiment de façon ponctuelle. C'est en cela que nous avons renforcé les équipes au niveau des centres de collecte. C'est en cela que nous avons créé de nouveaux centres. C'est en cela que nous avons mis en place 3 équipes qui travaillent 24 heures sur 24 au niveau de l'Office national d'identification et qui sont capables de sortir au moins 10 000 cartes par jour actuellement au centre de production de Ouagadougou. Aujourd'hui, nous avons, à la date du vendredi passé, 630 000 personnes qui se sont déjà enrôlées, rien que pour cette année 2019. C'est-à-dire, en moyenne, on a 100 000 à 150 000 personnes qui s'enrôlent par mois. Si vous prenez le nombre de jours, en fait, vous avez 22 jours en fait, travaillés dans le mois. Donc, en 22 jours, vous avez au moins 100 000 personnes qui s'enrôlent et qui se voient octroyer les documents d'identification. C'est-à-dire que l'engouement est là. Les échéances électorales sont en vue et les cartes nationales d'identité burkinabé font partie des documents de votation retenus dans le nouveau code électoral. Le document d'identité a maintenant un double usage, d'où l'invite de l'ONI à tous les Burkinabés de se procurer le parchemin. Nous allons, parce que nous sommes engagés dans un cycle. Vous savez que nous avons le cycle électoral qui arrive en 2020. Nous avons également un cycle qui arrive immédiatement 6 mois après les échéances électorales de 2020, c'est-à-dire les élections municipales de 2020. Donc nous sommes engagés sur une période d'environ 2 ans dans laquelle nous allons densifier les centres de production, réfléchir sur l'institutionnalisation des centres de production et la déconcentration des centres de production et en même temps veiller à ce que tous les citoyens déjà qui sont dedans puissent voir les niveaux renouvelés et également toucher ceux qui ne sont pas. Les opérations de délivrance de cartes nationales d'identité burkinabé se déroulent conformément au calendrier établi et se poursuivent dans les régions et les grands centres. L'ONI espère à l'issue de cette vaste opération enrôler le maximum de burkinabés. 2500 francs, c'est la somme à débourser, plus un extrait de naissance pour toute personne remplissant les conditions d'âge. Le nouveau directeur général du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales était ce matin chez le chef des files de l'opposition politique. Bruno Dipama est allé exposer les missions assignées au FPDCT à Zéphirin Diabré et recueillir si possible des conseils. Vous voyez les 2 hommes en entretien au CFOP. Voilà, et je vous propose d'écouter à présent Zéphirin Diabré et Bruno Dupama, les uns après les autres. Alors, notre mission, c'est de concourir à ce que chaque citoyen burkinabé, là où il se trouve, puisse bénéficier des conditions nécessaires à son épanouissement. Donc, l'adéquation entre le pouvoir d'achat et le coût de la vie, c'est ce qui est nécessaire pour parvenir à un développement véritable, un développement à visage humain. Chef de file de l'opposition, qui est en même temps président d'un parti politique, qui gère des mairies et un conseil régional, nous a donné des conseils avisés. Et il nous a même donné des exemples de ce qui se passe ailleurs, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, où ils ont réussi à impulser un développement harmonieux dans ces pays à partir de la base. Nous avons pris bonne graine auprès du président, qui est en même temps chef de file de l'opposition, et soyez rassurés que nous allons mettre en pratique bon nombre de ces conseils. C'était pour moi un plaisir de recevoir le directeur général du Fonds ce matin, qui, prenant ses fonctions, a souhaité échanger avec moi sur les activités du Fonds et ici au siège de l'opposition. Ça veut dire qu'il a une démarche qui va au-delà des considérations partisanes. Ce fonds est très important dans le rôle qu'il peut jouer là, pour la promotion du développement à la base et des économies locales à travers donc, les collectivités territoriales.
notre pays, ce que vous savez, son développement harmonieux passe au-delà des équilibres macroéconomiques qui sont généraux sur ce qu'on peut appeler un peu l'impulsion à la base et l'émergence d'économies locales. Donc là, le Front a un rôle important à jouer. On ne peut que l'encourager à continuer à jouer ce rôle. Et tout ce qu'on peut faire au niveau de l'opposition donc pour le favoriser, bien entendu, on n'hésitera pas. En tout cas, tous nos vœux de succès l'accompagnent. Merci. Courage. Allez. Et on reste avec les collectivités locales et direction maintenant la commune rurale de Konki-Ipala où après près de 3 ans de gestion, le conseil municipal s'est acquitté de son devoir de redevabilité envers ses administrés. Eh bien, pour le maire et son équipe, les résultats sont plutôt satisfaisants. Luc Pabelgem. Juin 2016, juin 2019, cela fait 3 ans que le conseil municipal de la commune rurale de Konki-Ipala a été installé. Dirigé par Adama Victor Cabré, l'équipe actuelle a fait de la transparence un des socles sur lequel il veut s'appuyer pour gérer les affaires locales. Cette gestion s'est faite en 6 axes que sont le développement rural, l'économie locale, l'administration et la gouvernance locale, l'eau et l'assainissement, la santé et l'éducation. Vraiment, je suis très content. Vous voyez que nous avons fait beaucoup de réalisations. Sur le plan des infrastructures routières, nous avons fait la route nationale numéro 1 jusqu'à la mairie par le biais du gouvernement, de la route Komiki-Peul jusqu'à Kokolgo, également par le biais du gouvernement. Il y a encore la voie qui quitte la mairie avec un dalo qui va jusqu'au siège de Tintelé, jusqu'à la nationale numéro 1 à Kokolgo. Ça, c'est le conseil régional. Cette voie continue jusqu'à Yorin, Luxi, Lugubissé, Sandro, Boissa, jusqu'à Ouagadougou, à l'arrondissement 6 à Pissi. Et vous voyez, d'autre part, au niveau de l'éducation, nous avons fait le CG de Yorin. On a fait 8 classes. 4 classes par le conseil municipal, 4 salles de classe et plus les bâtiments administratifs par la coopération japonaise. Nous avons également construit 3 salles de classe au CG de Komiki, 3 salles de classe au CG de Tampousundi, 3 salles de classe au CG de Yorin, non, au CG de Vipalgo. Nous avons fait beaucoup de élections. L'exercice de redevabilité auquel se sont soumis le maire et ses collaborateurs a pris un peu plus de 6 heures, tant les citoyens tenaient à comprendre plusieurs aspects de la gestion de leur commune. Malgré les difficultés de mobilisation des recettes et des fonds, comme qui par là se fixe des perspectives. Le problème qu'il y a aussi, les difficultés, les projets futurs, nous tenons à la route nationale numéro 1, Vipalgo, 13 km, on a demandé le bitumage. Nous avons écrit au ministère des Infrastructures. Ils ont même fait l'étude. Ils ont fait le coût, c'est 3 milliards et quelques. Nous demandons à Dieu, nous demandons en tout cas aux membres des ancêtres de nous aider pour que ce projet se réalise d'ici la fin du mandat du président Roch-Marc Christian Kaboré en 2020. Encore, les projets futurs. Nous voyez actuellement, nous avons 2 collèges que nous devons réaliser par le biais des Japonais. Il y a le CG de Soré et le CG de Komiki. Nous demandons toujours la santé du gouvernement et nous souhaitons, en tout cas, moi, je ne peux pas dire que je suis d'un parti, je souhaite que mon parti soit victorieux en 2020, que le président passe en 2020 pour que les projets qu'on a projetés d'ici 2025 là, puisse se réaliser. À la faveur de cette journée de redevabilité, les fils et filles de Konki-Ipala non résidents ont fait le déplacement et ont apporté leur contribution pour le développement de cette commune émergente. Aux différents services du ressort de son territoire, le maire a demandé des attitudes exemplaires à l'image de la circonscription d'éducation de base de la localité, distinguée meilleur gestionnaire des cantines scolaires sur le plan national. Et nous terminons ce journal avec cet élan de solidarité initié par l'association Manek Zamba. C'est au profit des personnes vulnérables de la province de Lubritanga. Des vivres et du matériel d'installation notamment ont été offerts. Kevin Zaba, Rémi Lambert-Nébier. Une scène qui traduit une belle solidarité. Des habitants de la province de Lubritanga viennent en aide à ceux des plus fragiles d'entre eux. 1607 kg de vivres pour des personnes nécessiteuses et en situation de handicap et des kits d'installation en mécanique pour 10 jeunes formés au préalable. Cette remise de dons est organisée par l'association Manegzanga dans le cadre de son programme de sécurité alimentaire et formation professionnelle des jeunes. Elle vise la promotion de l'insertion professionnelle des personnes vivant en situation de vulnérabilité. Nous avons prévu une journée de solidarité. Et cette journée consiste à collecter des vivres auprès de nos
nos producteurs qui ont bénéficié de notre accompagnement pour les distribuer à des personnes vulnérables. Et ces personnes vulnérables ne sont pas forcément de nos membres. Ce sont des personnes nécessiteuses qui se trouvent sur notre aire d'intervention. Et ces personnes sont identifiées par l'accompagnement du ministère de la solidarité de la femme et de la famille à travers la direction départementale. Un élan de solidarité entre les membres d'une même communauté qui permet à des hommes et des femmes de prendre un nouveau départ. Avant, je faisais du jardinage. Je voulais me former en mécanique, mais je n'en avais pas les moyens. Grâce à l'association, j'ai pu me former et je peux maintenant lancer mon affaire. Après le décès de mon mari, je n'avais nulle part où cultiver. Cela fait 2 mois que je suis installée dans les quartiers non lotis avec mes enfants. Je fais du porte-à-porte pour des lessives et je n'arrive pas à payer le loyer et à subvenir aux besoins de mes enfants. Ce don va beaucoup m'aider. J'en suis reconnaissante aux donateurs. 32 personnes, dont 16 femmes, ont été identifiées par la direction provinciale en charge de l'action humanitaire de l'Oubli-Tenga pour bénéficier des dons. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais restez sur la télévision BF1 tout à l'heure à 20h15. Ça sera l'équipe Wakato, le journal en langue morée. Puis à 21h00, vous retrouverez John William Somda pour le Sport Time. On parlera de la Coupe d'Afrique. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont validé les billets de qualification pour le deuxième tour demain 13h. Abdoul Azak Traoré pour l'édition de la mi-journée. Merci de votre fidélité.